Donc on va passer aux questions. Est-ce que dans l'espace de conversation de l'autre côté de l'écran, vous souhaiteriez faire des questions? Vous pouvez les noter. Et dans l'espace conversation, donc. Et moi, j'aurais en revanche des questions que je peux peut-être poser tout de suite avant de voir si quelqu'un souhaite s'exprimer. Mi primera pregunta es para Chiara. Muchísimas gracias, Chiara, por esta ponencia. Efectivamente, vemos cómo surge esta preocupación higienista, subrayar las enfermedades incurables, detectar los casos de delincuencia para controlar a la población, y me parece muy interesante esa dicotomía entre lo nacional y lo no nacional para permitir tal control, y veo yo un paralelo en las mismas épocas con lo que se está haciendo también desde el Estado, desde luego, con la población nacional. Ahí se crea una categoría clara que mostraste muy bien, y también vemos el mismo proceso, por ejemplo, para con la población indígena, con esa misma preocupación antropométrica, higienista, y también para calificar una serie de vicios y de tendencias, entre comillas, naturales a la delincuencia, y me parece bien complementario ese enfoque que haces desde, digamos, el caso de esta población china. ¿Tú ves también un paralelo posible entre el trato que se hace de los extranjeros y el trato que se hace de los nacionales? Bueno, y de unos nacionales presentados como menos nacionales, pienso por ejemplo en la población afro o en la población indígena. Y esta es mi pregunta, Chiara. Bueno, muchas gracias. Sí, concuerdo contigo, Emanuel, y en realidad hacia esta misma dirección están yendo mis investigaciones. Como decía, es un estudio incipiente, y me parece que esta convergencias se va a dar en las primeras, esta convergencia hacia la mirada que el Estado tiene hacia algunos grupos de extranjeros particularmente degenerados, o que pueden degenerar la raza nacional, y las miradas que tiene hacia las poblaciones indígenas me parece que va en las primeras 2 décadas del siglo XX, cuando hay, justamente sobre esto estoy trabajando, varios intelectuales hablan de los vicios degenerativos de, ahora estoy citando, nuestros obreros, grupos populares, nuestros indígenas, y se aplican a todas ellas algunas categorías y algunos vicios, como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo si todos aquellos discurso moral. Lo que me ha interesado hacer ver aquí, y creo que en eso se diferencia, como sobre todo en la primera parte, porque aquí me he apoyado mucho en los estudios de Herzog, cuando dice que en la época colonial él postula el hecho que evidentemente no era así clara la diferencia entre naturales y extranjeros. Sería más bien a lo largo del siglo XIX cuando estas diferencias empiezan a ser un poco más claras. ¿Por qué? Porque en la primera parte del siglo XIX, evidentemente, los problemas de cuantificar la población no era el problema principal, más bien es en la segunda mitad del XIX, cuando el problema empieza a cuantificar la población y cualificar la población. Entonces, todos los extranjeros no son bienvenidos, más bien son los extranjeros que nos aportan
algo, ¿no? Estas famosas, algo en términos biológicos, eugenésicos, como tú decías, ¿no? Y pueden evidentemente ayudar a mejorar también por ejemplo, las poblaciones indígenas, porque pueden enseñar los métodos, esto lo he visto en mi trabajo anterior sobre los italianos, pueden ayudar a, ¿cómo puedo decir? Pueden enseñar a los indígenas, a la población indígena, a través del contacto, a través de la cercanía, a trabajar la tierra de manera productiva. Entonces, sí que se da esto, decía, estos cambios, esta convergencia, pero yo la diría más bien a finales del 19, primera década del 20. Pero sí, claro que hay. Y bueno, muchas gracias por la pregunta. Claro, gracias. Sí, y tengo una pregunta, bueno, vamos a passer au français, à Alexis justement, sur l'idée de rapport de pouvoir, parce que ça rejoint aussi la communication de Chiara en fait. Il y a toujours derrière cette idée de contrôle de populations qui sont jugées comme mouvantes, avec l'idée d'une menace. Alors je dirais pas d'un danger, mais d'une menace. Alors là, c'est une menace de dégénérescence presque biologique et culturelle. Et ici, est-ce que cette menace est exprimée à travers les risques ou on se limite pour marquer ces espaces, on se limite véritablement à un discours sur le risque? Non. Dans ce type, oui, parce qu'on voit très bien qu'il y a des superpositions de lignes. Oui, quand je dis, alors si je prends l'exemple de Quito, justement, en fait, on voit que cette population est elle-même une menace, et quand on dit qu'elle est vulnérable elle-même, puisqu'a priori c'est la première à être touchée par les phénomènes dangereux, en fait, on s'aperçoit qu'elle représente surtout une vulnérabilité pour la ville, en fait. Donc il y a une forme à la fois de stigmatisation de l'espace, puisque c'est un espace que l'on juge à risque et qu'il faut traiter pour qu'il n'y ait pas du risque. Donc on va le rendre inconstructible, planification, etc. Mais derrière, c'est effectivement cette population qui est stigmatisée à travers le risque, et ce sont les pratiques qu'elle a qui sont montrées du doigt. Donc le fait de construire là où il ne faut pas construire met du désordre, et c'est ça qui constitue le risque. Enfin, il y a ce lien qui est fait entre d'un côté une menace naturelle qui existe et contre laquelle il est juste de lutter, et la population qui par ses pratiques accroîtrait la vulnérabilité de la ville. Et ce sont des pratiques donc, qui sont liées à la construction et à l'occupation de l'espace, ou c'est aussi d'autres pratiques plus culturelles qui sont pointées dans cette politique, ce que j'appelle une politique du risque, enfin par les autorités? Alors, ça peut être plusieurs choses. Bon, il y a la construction, le terrassement des versants, etc., qui déstabiliserait les sols, qui enlève. Alors, si je prends le cas de Quito, on enlèverait les eucalyptus qui sont représentés comme un élément naturel, alors on sait que l'eucalyptus c'est une plantation quand même, qui n'est pas du tout une essence locale. Je crois que d'ailleurs c'est à l'époque de García Moreno qu'on a planté les eucalyptus massivement. Mais c'est aussi par exemple le rejet des déchets, des ordures dans les quebradas. Voilà, c'est ce genre de pratique, c'est avoir du petit élevage dans la ville, ce qui n'est pas urbain, ce qui n'est pas considéré comme citadin. Voilà. Et on va retrouver ça aussi dans les barriadas, enfin on dit plus ça, mais les asentamientos humanos de Lima, où on va trouver des petites poules, des petites chèvres et tout ça. Ça fait pas urbain, ça fait pas citadin, ça va développer des maladies, etc. C'est-à-dire que ces espaces à risque sont... on peut partir d'une menace, les séismes à Lima, et on va aller vers des quartiers où on a de la tuberculose. Donc tout s'amalgame un peu, enfin toutes ces menaces, et en fait la menace première c'est ceux qui portent, donc la population qui est là. D'accord. Est-ce que je peux poser une dernière question, parce que je vois que ça ne t'éclaire pas, donc j'ai une autre question justement. Dans la continuité, moi j'avais une curiosité, c'était le discours écologique qui devient de plus en plus prégnant à Quito. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon, cette préoccupation écologique, justement de pointer ces pratiques, entre guillemets, archaïques, enfin présentées comme archaïques et non citadines?
Ouais, ça nous amènerait loin, mais oui. Je ne sais pas, je me pose la question parce que justement, ils ont des pratiques. Alors, alors bon, ça, je l'avais étudié par ailleurs, mais quand ces espaces se sont désignés à risque et quand il y a eu la politique, cette politique sur les versants, en fait, elle succède à une politique qui avait été celle d'inconstructibilité del Cinturón Verde, qu'on connaît, et c'était el pulmón de la ciudad. Voilà. Donc, il y avait un discours environnemental sur l'air sain, etc. Donc, il ne faut pas construire, il ne faut pas aller sur les versants. Et si on remonte, si on fait l'archéologie un peu de tout ça, sur ces versants-là, le premier plan de planification, je prends l'exemple de Quito, hein, toujours, de Jones Odriozola, en 40-41, c'est dans ces eaux-là à peu près, ces versants devaient être inconstructibles parce qu'ils représentent le paysage naturel, le décor en toile de fond de la ville. Donc, c'est pas le même discours environnemental, mais c'est un discours environnemental. Le paysage naturel, esthétique, on ne parle pas de volcan à ce moment-là. À aucun moment dans le plan, il n'est question d'un volcan ou de coulée boueuse. Ça n'existe pas. Le risque n'existe pas dans le sens contemporain. Ensuite, c'est le poumon vert. On est dans la fin des années 60, début 70. On voit bien d'ailleurs internationalement à quoi ça correspond. Et ensuite, c'est devenu le risque avec le bosque protector. Bosque protector contre des menaces, mais lesquelles ça, c'est au début des années 80, en fait. Donc, ce discours environnemental, je ne sais pas trop comment le désigner, il est activé, mais il se trouve qu'il va finalement construire toujours le même type de marge, en fait. Et on peut retrouver la même chose dans d'autres villes andines, et je l'ai revu à Bogota, par exemple. À Bogota aussi. Ouais. D'accord. Merci. Chiara, tu as une question tecleada por Flavio. ¿Qué reflexión te provoca que indígenas y chinos se encuentren nuevamente citados, categorizados como tal en el contexto actual de la explotación de recursos naturales, petróleo o minas? Indígenas calificados como resistentes, a pesar de la criminalización de las protestas, y los chinos calificados como potencia explotadora a través de sus empresas. Donc, sí, ¿qué tipo de racialización? Podríamos hablar, Chiara, de una racialización interna y de otra externa, según las líneas que mostraste en tu ponencia. Voy a lanzarme en esta respuesta. Gracias por la pregunta, porque me permite de reflexionar un poco, de abstraer también y llegar un poco más al mundo contemporáneo. Quizás dos tipos de racialización, pero también dos tipos de categorización, yo creo, porque en mi opinión hay que partir de un postulado que es básico, pero a veces se olvida, que evidentemente se categoriza siempre el otro. Como he tratado de demostrar, en el siglo XIX se categorizaban, esto me sale difícil en español, el otro. Y el otro por el símbolo del otro eran los chinos, porque los chinos eran aquellos que, o los extranjeros más en general, que no habían nacido en el territorio nacional. Quizás esto también era la principal diferencia con las poblaciones indígenas, ¿no? Para conectar a la pregunta anterior. Entonces, evidentemente, ahora en la parte mucho más contemporánea, en la actualidad, y respecto a la pregunta, me provoca que se defienden siempre indígenas y chinos como categorías que se actualizan como si fueran inmuebles, como justamente los indígenas, como tú dices, son calificados como resistentes y los chinos como potencia explotadora. Son dos categorías y sistemas de racialización inmóviles que siempre utilizamos, que la parte mayoritaria de la población aplica evidentemente a alguien que piensa, imagina siempre como
otro de sí, en términos, en esto sí estoy de acuerdo, racial. Y entonces lo veo esto como una aplicación de las categorías raciales a alguien que es siempre otro, de un segmento mayoritario de población. Esto es la lectura que trato de dar yo un poco más actual, tratando de extraer un poco. Y, bueno, o sea que a pesar, sí, interno, externo, pero esa misma lógica de alteridad. yo veo, sí, sobre todo esto, sí. Sobre todo una definición desde el exterior hacia un grupo poblacional específico, una alteridad desde el exterior. Puesto sí, porque evidentemente también definir indígena y chino como si fueran una categoría que recoge toda, ¿no?, la amplitud del término, toda la amplitud de la población que compone estos dos grupos. Entonces yo veo, en mi opinión, veo sobre todo esto. Gracias. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Non? Donc, ce que je propose, c'est d'en rester là pour cette première séance de l'après-midi. Il y en a deux. De faire peut-être une pause de 5 minutes pour des raisons purement techniques et de se retrouver d'ici, allez, les 45, d'ici à 55? Maxi, ouais. Maximum 55. 50-55, comme ça on charge les PowerPoint et on vous épargne de l'autre côté de l'écran nos questionnements technologiques. Très bien, à tout à l'heure. Et merci. À tout de suite. Merci, Chiara.